Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur les mercatos de clubs de Ligue 1 et aujourd'hui on va parler du PSG, évidemment la figure de proue de notre championnat à l'international et on va pas vraiment se focaliser sur la Ligue des Champions, vous l'avez compris, il est vraiment question de la chance du PSG de remporter la Ligue 1 la saison prochaine. On va revenir sur la saison du PSG en Ligue 1 surtout la saison dernière avant de dresser un bilan des forces en présence. On va commencer par le bilan de la saison dernière et il est vrai que le PSG la saison dernière a peut-être été le pire champion de l'ère QSI. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un champion aussi moche entre guillemets évidemment parce que quand t'es champion et évidemment que tu prends le titre, que tu le gagnes avec panache ou que tu le gagnes dans la loose, tu le gagnes quand même et c'est comme ça. Mais c'est vrai que le PSG n'a pas été un très beau champion, même si j'aimerais nuancer mon propos et dire qu'au début de la saison de août jusqu'à novembre, voire même décembre, le PSG roulait sur la Ligue 1 et c'est ce confort-là qui leur a permis derrière, malgré les défaites, les très nombreuses défaites subies sur la seconde partie de saison, de se maintenir premier. Et ils ont été leaders de la première à la dernière journée du championnat et ça c'est vraiment une performance qu'il faut noter. C'est vrai que beaucoup aiment souligner le fait que le PSG est un champion moche et c'est ce que je dis. Pour moi le PSG est un champion moche, peut-être le plus moche de l'histoire de QSI, mais c'est vrai que il faut reconnaître que le PSG a quand même été leader du championnat de la première à la dernière journée, que de août à novembre, ils dominent et ils écrasent vraiment la Ligue 1, même si sur la deuxième partie de saison, il est vrai qu'il y a un nombre incalculable de défaites, notamment au Parc des Princes. Et c'est vrai que Paris ne nous avait pas habitués à perdre autant, à se montrer autant fébrile au Parc des Princes, qui est quand même d'habitude la forteresse. Le PSG, avant cette saison, n'avait que très rarement perdu à domicile, n'avait jamais perdu quasiment autant que sur cette saison. Et c'est vrai qu'on est en droit d'être déçu du fait que le PSG ne finisse qu'avec un petit point d'avance sur le RC Lens. Donc c'est vrai que le PSG a un peu pris cette Ligue 1 par-dessus la jambe. Ils ont vraiment beaucoup compté sur leurs individualités, notamment évidemment le duo Mbappé-Messi, parce que Messi, on peut dire ce qu'on veut sur la Ligue des Champions, mais sur la Ligue 1, il a quand même fait le boulot plus que ça, puisqu'il est à 16 buts, 16 passes décisives. J'ai pas de souvenir dans l'histoire d'avoir de joueurs qui fassent 16 buts et 16 passes décisives sur la même saison. Donc c'est vrai que Messi en Ligue 1 fait une grande saison, et ça il faut le dire. Et Mbappé, évidemment, c'est lui qui a porté le Paris Saint-Germain, c'est lui qui a sorti l'équipe de la galère lorsque cette dernière était dans un certain marasme offensif. On peut aussi parler du fait que Messi sauve le match face à Lille, qui met ce coup franc à la dernière minute, des points qui se sont montrés très importants sur la fin, sur la course face au RC Lens, puisque à la fin tu finis qu'avec un seul point d'avance. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de projet de jeu collectif et Christophe Galtier, qui a été intronisé coach en juillet dernier, a clairement failli dans sa mission et même en Ligue 1. Mais j'aimerais quand même dire que sur le mois d'août et sur le mois de septembre, il y avait quand même un projet de jeu. Il y avait ce fameux 5-2-3 avec les trois stars de devant, avec le milieu Vitinha Verratti qui avait vraiment énormément apporté de promesses, de stabilité dans le milieu. On s'était dit ça y est, Verratti a trouvé son compère en la personne de Vitinha. Donc il faut quand même reconnaître que de août à novembre, il y avait quand même un projet de jeu, il y avait quand même un dispositif tactique prédéfini, il y avait des idées, etc. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir de janvier, ça a été beaucoup plus compliqué. Évidemment, c'est lié aussi au fait que les trois stars de devant, avec la Coupe du Monde qui était passée, évidemment, n'avaient plus rien à jouer. Neymar s'est blessé rapidement après la Coupe du Monde, il n'était plus là dans l'état d'esprit. Et ensuite, c'est son physique qui a lâché. Messi, à partir du moment où il a gagné la Coupe du Monde, il était peut-être moins investi aussi. Et Mbappé, on sait que la perte de la finale de la Coupe du Monde lui a fait énormément de mal. Donc c'est vrai que les joueurs, les trois de devant, étaient remontés à bloc de août à novembre parce qu'il y avait l'échéance de la Coupe du Monde qui pointait son nez. Et derrière, après cette Coupe du Monde, évidemment qu'il n'y avait plus lieu d'être et que ces stars-là n'avaient peut-être moins envie de mouiller le maillot et d'aller chercher le titre, même si paradoxalement, c'est ces joueurs-là qui, pour moi, font gagner le titre au Paris Saint-Germain. Si on rajoute aussi Donnarumma, qui a sauvé de très nombreux matchs, je me rappelle notamment d'un match à Nice, où c'est lui qui sauve le PSG, qui se fait vraiment balader par Nice du début à la fin. Et c'est vrai qu'ils ont aussi compté sur Donnarumma quand tu étais dominé, parce que c'est vrai que ça contraste entre le début de saison, de août à décembre, où tu as une certaine suprématie sur les adversaires, où tu es vraiment très très fort, tu es très dominant, et sur la deuxième partie de saison, où tu subis beaucoup plus, où tu vois beaucoup plus Donnarumma. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu deux visages du Paris Saint-Germain. Une première partie de saison très conquérante, et une deuxième où tu t'es clairement fait rouler dessus, que ce soit par Lens, Rennes, Clermont sur le dernier match, Lorient, et même l'OM, ça c'était en point d'orgue en Coupe de France où vraiment tu t'es fait laminer parce qu'il n'y avait pas Mbappé, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Et sans Mbappé, c'est très dur. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de projet de jeu collectif de janvier jusqu'à la fin de saison parce que Galtier se voyait peut-être déjà partir et surtout qu'il y a eu l'élimination piteuse en Ligue des Champions. Donc si on rajoute le fait que tes trois stars étaient moins présentes au sortir de la Coupe du Monde, il faut aussi rajouter l'élimination en Ligue des Champions. Et on sait qu'à chaque fois que le PSG se fait éliminer en Ligue des Champions, derrière en championnat, évidemment, il y a un certain relâchement parce que leur saison, c'est la Ligue des Champions et il faut le dire, ils s'en fichent royalement
royalement de la Ligue 1. Et comme je le dis, cette élimination en Ligue des Champions a fait très mal sur la suite. On va parler du mercato 2023-2024. J'ai déjà fait 5 minutes sur la saison dernière parce que Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais on va parler des arrivées. On a la première recrue, Manuel Ugarte, 22 ans, un milieu de terrain défensif qui arrive en provenance du Sporting Portugal, qui est un Uruguayen. On m'en a pas dit le plus grand bien sur le plan technique. J'ai vu quelques matchs avec le Sporting, notamment face à l'OM l'année dernière. C'est vrai que techniquement, il se rapproche, au niveau du profil, il se rapproche un peu d'un Paredes, mais j'ai l'impression que c'est quand même un Paredes un peu moins technique. J'ai l'impression que c'est un joueur un peu rustre, un peu physique, costaud, pas très technique, pas très intelligent. 60 millions d'euros, je trouve que c'est quand même beaucoup, même si on le sait, si tu veux recruter des jeunes joueurs dans le championnat du Portugal, il faut mettre le chèque. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même un peu surpayé pour un joueur qui ne fait pas partie des cracks de sa génération. Mais bon, pour le PSG, c'est une aumône. Lucas Hernandez, pour moi, c'est le gros coup. Si tu lui enlèves ses pépins physiques, c'est vraiment le gros coup de ce mercato. S'il arrive à faire une saison pleine sans se reblesser, parce qu'il s'est beaucoup blessé avec le Bayern, là, cette saison, il s'était blessé à la Coupe du Monde très gravement avec l'équipe de France. J'ai hâte de voir comment il va se remettre de sa blessure. Mais si tu arrives à avoir un Lucas Hernandez à 100% avec la totalité de ses moyens physiques, que ce soit sur le flanc gauche ou que ce soit en défense centrale, ça peut vraiment devenir ton patron. En plus, tu recrutes français, tu recrutes un champion du monde, tu ne dépenses que 45 millions d'euros entre guillemets. Donc si il n'a plus ses pépins physiques et s'il est pleinement investi dans le football et qu'il ne sort pas trop en boîte, je pense vraiment que Lucas Hernandez, ça peut être pas mal et c'est vraiment la recrue pour moi la plus intelligente du mercato du PSG. Il y a Kang In Lee de Majorque, 22 ans, Corée du Sud, un milieu offensif très technique. Là aussi, c'est vraiment un bon recrutement parce que c'est intelligent. Le PSG nous avait habitués à claquer de l'argent à tout va sur des joueurs stars, etc. Là, je trouve que c'est un recrutement intelligent, un joueur un peu en complément de Neymar. Si Neymar vient à se blesser, bon là il s'est blessé sur le premier match de préparation du PSG, mais c'est vrai que Kang In Lee, c'est un joueur qui peut t'apporter sur des entrées en jeu, qui peut peut-être s'inscrire aussi sur la durée et devenir l'élément un peu sous-coté que tu n'attendais pas, mais qui peut devenir un titulaire dans ce marasme offensif du PSG, parce que on y reviendra après sur la revue d'effectifs, mais c'est vrai qu'au PSG finalement, il n'y a pas grand monde, et c'est vrai qu'il peut t'apporter vraiment quelque chose en plus, je ne le connaissais pas, donc voilà, on voit que ça travaille quand même un peu du côté du PSG. Il y a Skriniar que tu prends libre du côté de l'Inter. Je t'aurais dit que c'était un bon coup il y a 2-3 ans, mais là avec ses problèmes de dos, il n'a pas été de l'aventure de l'Inter jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est un défenseur très sous-coté qui a fait de très belles choses du côté de l'Inter. Il y a encore 2-3 ans, c'était peut-être un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais il a quelques problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. Si l'Inter n'a pas voulu le prolonger, c'est qu'il y a évidemment un problème, et je pense que oui, il va t'apporter quelque chose, mais si il vient à rechuter physiquement, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Et si tu additionnes à ça le fait que Lucas Hernandez est aussi fragile physiquement, je me dis que ça peut être compliqué au niveau de la charnière centrale avec l'accumulation des matchs, mais c'est un très bon coup, hein, c'est un défenseur central qui a de la qualité, mais là aussi c'est comme pour Hernandez, s'il est épargné de ses blessures, sinon ça va être difficile et l'infirmerie va continuer à se remplir. Marco Asensio, libre, que tu prends du Real Madrid, et j'espère qu'Asensio ne sera pas titulaire quand même. Je pense que c'est un joueur qui peut faire ce qu'il faisait au Real, c'est-à-dire rentrer en jeu, c'est-à-dire voilà, mettre quelques lucarnes de temps en temps sur des matchs contre Clermont, Le Havre ou Brest. Je pense que c'est vraiment pour ces matchs-là que tu le prends. C'est triste à dire sur Asensio, Dieu sait que ce joueur était incroyable lorsqu'il a commencé au Real, mais Asensio, ça n'est plus que ça aujourd'hui. S'il y a un départ de Neymar, pourquoi pas l'installer en numéro 10 dans un système en 4-2-3-1. On sait que Enrique le connaît très bien, donc pourquoi pas lui donner les clés du jeu si Neymar vient à partir, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Donc je pense vraiment qu'Asensio va rentrer dans une certaine rotation, voilà, s'installer sur le côté droit. Si Bernardo Silva ou Ousmane Dembélé vient, il sera le remplaçant d'un de ces hommes-là, mais je le vois pas être titulaire parce que c'est pas un joueur avec lequel tu vas gagner une Ligue des Champions s'il est titulaire, quoi. Cher Endur, que tu prends du côté de Benfica, un milieu de terrain de 18 ans, italien, c'est un peu dans la continuité de ce que tu as fait avec Kang In Lee. Très intéressant, là aussi je ne connais pas vraiment beaucoup le joueur, mais si Verratti vient à partir par exemple, ça peut être intéressant là aussi parce que ça manque de joueurs au milieu de terrain. Pourquoi pas le lancer, essayer d'écrire une nouvelle page avec un jeune joueur, un symbole de renouveau. Donc là aussi c'est très intéressant. Les recrutements de Kang In Lee et Ndour sont vraiment des bons recrutements. C'est tu travailles, tu vas chercher des jeunes joueurs que tu veux exploiter pour le futur, c'est pas mal. Après Asensio, tu as un peu ce gars qui va jouer les doublures, donc là aussi c'est pas mal. Skriniar et Hernandez, je suis évidemment hypé parce que c'est des joueurs de grande qualité qui ont fait des choses dans le passé, qui sont peut-être les meilleurs à leur poste, mais il y a une fragilité physique, donc il y a des doutes. Et puis Ugarte, il y a des doutes sur sa capacité à être un bon footballeur, tout simplement. Donc c'est vrai que sur tous les recrutements, tu as un peu de doutes, mais si tous arrivent à être exploités à 100%, ça donne quand même un mercato plutôt sous-coté et plutôt intéressant quand même.
Au niveau des départs, évidemment, il y a le loft, il y a tous ces joueurs dont tu ne veux plus, Draxler, Kurzawa, Icardi, Paredes, je suis obligé de les lire, hein, Wijnaldum, Dagba, Diallo et même Mbappé. Donc c'est pour vous dire à quel point le loft est rempli de joueurs de qualité et qu'il a fallu que je cite tous les noms pour pouvoir me retrouver. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs que tu veux faire partir. On espère que la majorité de ces joueurs-là vont partir pour faire un peu le ménage parce qu'il y en a beaucoup trop et c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là quand il y a autant de joueurs sous contrat. Je vais aller voir l'effectif du PSG, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de grande qualité. Et il faudrait peut-être penser à récupérer un peu d'argent sur ces joueurs-là. Ça fait des années que tu n'arrives pas à vendre tous ces joueurs qui ne veulent pas partir. Et ça, c'est évidemment très frustrant. Il y a des départs qui ont déjà été effectués. Xavi Simons, qui a été prêté à Leipzig. Bon, pourquoi pas lui donner encore une année de prêt. Il a été très bon, et c'est un euphémisme de dire ça du côté du PSV Eindhoven. Tu lui redonnes une année de prêt dans un club qui sait faire jouer les jeunes, pourquoi pas. Et l'année prochaine, ça peut être encore plus intéressant d'incorporer Xavi Simons dans l'effectif parisien. La saison prochaine, que ce soit cette année ou l'année prochaine, c'est la même chose. De toute façon, tu exploiteras quand même son talent et le joueur veut venir à terme au Paris Saint-Germain, donc il va continuer à progresser du côté de l'Allemagne. Gina Ebimbe que tu as vendu à Francfort pour 6,5 millions d'euros, je trouve que c'est quand même pas beaucoup parce que Gina Ebimbe, il a quand même fait des choses très intéressantes du côté de l'Allemagne. El Shaddai Bichabou, par contre, là, 15 millions d'euros sur un joueur de 17 ans qui n'a pas non plus toujours été exemple de tout reproche du côté du PSG. 15 millions, c'est pas mal, tu aurais peut-être pu faire un peu monter les enchères, sachant que Leipzig va vendre Gvardiol à Manchester City. Tu aurais quand même pu faire un peu plus monter les enchères parce qu'on sait que les jeunes français se vendent très bien en Allemagne. Mais bon, 15 millions sur un défenseur qui n'est pas non plus le crack ultime de sa génération, c'est quand même pas mal, surtout que tu n'en voulais plus. Et puis il y a les départs de Messi et Ramos là aussi. Voilà, ils sont arrivés au bout de leur contrat marketing, ils ont pris l'oseille. Voilà, tu devais t'en débarrasser de toute façon. Donc voilà. Les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs d'arrivée, il y a beaucoup de rumeurs de départ, et évidemment que sur les vidéos précédentes, je faisais des vidéos sur Lorient, sur Reims, donc c'était pas des rumeurs folles. Là, on est vraiment sur les rumeurs Twitter, on est vraiment sur les rumeurs qui nous font tous rêver, avec Pedri, Dembélé, Kane, Bernardo. Alors comment démêler le vrai du faux? Kane, je pense qu'il donnera sa priorité au Bayern Munich sur le plan sportif, mais après, ceux qui vont le mieux négocier avec Daniel Levy, le président de Tottenham, ce sera le PSG, parce que eux, ils peuvent mettre la somme qu'ils veulent, hein. Le PSG peut mettre la somme qu'il veut sur Kane, c'est un club État, donc l'argent coule à flot. Du côté du Bayern, on va être peut-être un peu plus limité sur le plan financier, mais si Kane pense sportivement, il va au Bayern. Maintenant, au niveau des négociations, peut-être que Kane va être amené à aller du côté du PSG parce que c'est eux qui vont débourser la plus grande somme. Pedri, je n'y crois absolument pas. Je pense que même si le PSG met 400 millions d'euros, le Barça ne le lâchera jamais. Et même lui, je ne pense pas que pour sa carrière, aller au Paris Saint-Germain, ça constitue une réelle progression. Dembélé, par contre, j'y crois parce qu'à 50 millions d'euros, même si le joueur est très fragile, ça peut être pas mal pour lui de revenir en France. Évidemment, il y a beaucoup de blessures, mais 50 millions d'euros, le PSG peut les aligner sur Dembélé. En plus, il y a un départ de Mbappé. Tu peux prendre une autre égérie, un nouveau chef de projet entre guillemets avec Dembélé, une nouvelle tête d'affiche, ça peut être pas mal pour 50 millions, franchement je tente le truc. Si tu m'avais dit 150 ou 200, évidemment que non, parce que le joueur est beaucoup trop fragile et a beaucoup trop peu fait sur le plan international sur les dernières saisons, mais c'est vrai que si tu me dis tu débourses 50 millions d'euros sur Dembélé, moi franchement ça me va parfaitement. Et puis Bernardo Silva, entre Bernardo Silva et Dembélé, mon choix est vite fait, je prends Bernardo, évidemment parce que Bernardo sort d'une Ligue des Champions absolument folle avec Manchester City, qu'il est quand même moins blessé, qu'il a quand même un peu plus la tête sur les épaules et un peu plus de maturité. Donc voilà, Bernardo avec en doublure Asensio. Maintenant le truc c'est que ce joueur-là de côté qui est peu rapide, tu l'as déjà avec Asensio, donc pourquoi pas varier les profils en prenant Dembélé, mais entre Dembélé et Bernardo, en termes de joueurs, je prends Bernardo, mais vu que j'ai déjà Asensio, pourquoi pas Dembélé également. Il y a des rumeurs de départ avec le duo Verratti-Marquinhos, symbole de la loose historique du PSG sur les 10 dernières saisons en Ligue des Champions. Verratti qui a annoncé avec insistance du côté d'Al Hilal. Pour l'instant, ça n'est pas officiel, donc je le prends en compte dans le 11 que je dessinerai après. Et puis Marquinhos, évidemment, avec les arrivées de Skriniar, avec l'arrivée d'Hernandez, avec Kimpembe qui va revenir, sa place est de plus en plus remise en cause, surtout qu'il est évidemment dans tous les choses négatives, toutes les choses négatives qui sont arrivées au PSG sur les dernières saisons. Donc pourquoi pas faire partir le duo Verratti-Marquinhos, ça marquerait peut-être le début d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère au Paris Saint-Germain. Et moi franchement, si je peux faire partir les deux et que si je peux encaisser une grosse somme, franchement je les fais partir. Si deux clubs saoudiens m'offrent 50 millions pour les deux, évidemment que je les vends directement si je peux avoir une grosse somme, parce que c'est ta dernière chance de les vendre. Aucun club en Europe ne mettra 50 millions sur Marquinhos aujourd'hui, vu les faillites mentales et sportives qu'il a affichées sur les deux dernières saisons. Après il y a le dossier Mbappé.
évidemment, là aussi je vais pas revenir dessus parce que tout le monde est au courant, tout le monde connaît les tenants et les aboutissants de cette histoire. Voilà, Mbappé, si Mbappé veut partir au Real, je pense que le PSG devrait le vendre. Voilà, si le Real Madrid arrive et met 150, 200 millions, évidemment que Paris devra céder. Maintenant, s'il veut rester une saison de plus qu'il reste, c'est quand même un joueur, Mbappé, voilà, on ne le présente plus, quoi. Donc sportivement, il peut toujours t'apporter quelque chose. Et puis on sait que c'est pas le genre de gars qui, même s'il n'a pas envie de rester, va s'aborder le club ou quoi que ce soit. Il se donnera toujours à fond du début à la fin de la saison. Ça fait 2 saisons déjà qu'il veut partir et pourtant il est resté à chaque fois et il a toujours donné le meilleur de lui-même en étant le meilleur joueur du PSG. Donc je pense que s'il reste, il se donnera à fond. S'il veut partir, t'encaissera un chèque quand même cette saison. S'il veut aller au bout de son contrat, il t'apportera sportivement. Donc dans tous les cas, finalement, tu te retrouves un peu gagnant. S'il reste cette saison, eh bien, il va t'apporter sportivement en allant pourquoi pas chercher la Ligue des Champions et en étant le meilleur joueur. Et s'il part cette saison, tu vas encaisser un beau chèque. Donc dans tous les cas, de toute façon, pour moi, le PSG est gagnant. On va parler du coach maintenant avec Luis Enrique. Évidemment, il est venu. J'ai été surpris de voir qu'il n'avait signé que 2 ans. Je pensais vraiment qu'il s'inscrivait sur un long terme encore plus long finalement. Donc voilà, il a signé que 2 ans. Je suis un peu surpris, voilà. Mais c'est un coach par contre qui a de la poigne. Avec lui, bon, j'ai envie de dire, ça n'est pas Christophe Galtier, ça n'est pas Pochettino. C'est quand même un coach peut-être d'une autre trempe qui a la capacité à plus serrer les vis avec les égos, qui a déjà coaché un Barça où il y avait Messi, Neymar, Suarez. Donc je pense qu'en termes de gestion d'ego, il est quand même pas mal. Il n'avait pas hésité à mettre Piqué, Messi sur le banc ponctuellement lorsqu'il était au Barça. Donc c'est un coach qui a de la poigne, c'est un coach qui a du charisme, mais c'est un coach aussi qui évidemment, si ça tourne mal au PSG sur le plan structurel, s'il voit que l'institution est remise en cause, et Dieu sait que l'institution a souvent été remise en cause du côté du PSG, il n'hésitera pas à claquer la porte. C'est parce que c'est un coach de caractère, c'est un coach qui a de la poigne comme je l'ai dit, qui n'hésite pas à mettre les gros égos de côté et à surtout faire savoir à sa direction lorsque ça va mal. Il n'est pas là juste pour prendre le chèque. Il est là pour travailler, il est là aussi pour avoir une certaine institution derrière lui. Je pense qu'il a été agréablement surpris par la mise à l'écart de Mbappé. Je pense que ça correspond à sa vision du football et à ce qu'il prône. Donc je pense que Luis Enrique va quand même t'apporter de la structure, va quand même être le garant de cette institution. Évidemment, il a des failles, hein, il a fait des choses aussi négatives dans sa carrière, mais je pense vraiment que c'est le coach qu'il te fallait. Il te fallait enfin de la poigne, il te fallait enfin du caractère, et tu l'as avec Luis Enrique, mais attention, parce que c'est comme pour Tuchel. Tuchel, il avait du caractère aussi, mais il a finalement fini par se faire bouffer par cette direction et par ces égos-là. Donc attention quand même, mais je pense que Luis Enrique, par exemple, auprès de Neymar, par exemple, il est déjà accepté parce qu'il l'avait déjà eu à Barcelone. Il se fera respecter par les jeunes du vestiaire parce qu'il a quand même un passif. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir Luis Enrique. Je pense que c'est l'homme vraiment qu'il te fallait et c'est un très bon choix. Maintenant, on va parler du 11. Le 11 du Paris Saint-Germain avec les forces en présence. C'est-à-dire que je suis allé voir l'effectif du PSG avec tous les noms qu'il y avait pour le moment. Donc j'ai incorporé Mbappé, j'ai incorporé Verratti, j'ai pas pris en compte les rumeurs actuelles même si elles étaient fondées à 90%. Et j'ai dessiné un 11. Alors dans les buts on a Donnarumma, jusqu'ici tout va bien. Hakimi à droite, Nuno Mendes même s'il est blessé sur le début de saison, lorsqu'il reviendra ce sera lui à gauche ou sinon tu as Bernat. Évidemment il est hors de question de mettre Kurzawa. Skriniar, Hernandez, même si les deux sont fragiles sur l'effectif que j'ai vu, ils sont tous les deux à 100% pour le moment. Donc je les installerai sur la première journée de Ligue 1 sans souci. Pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs centraux du PSG, bien devant Marquinhos, bien devant Kimpembe. Là, je ne parle que de football. Et pour moi, ils sont meilleurs qu'eux. Au milieu de terrain, je mettrai Danilo en tour de contrôle, mais ce sera un système en 4-3-3, mais un peu immuable, c'est-à-dire que Danilo pourrait un peu redescendre également dans une défense un peu plus à 3. Danilo Pereira, pour moi, c'est l'homme fort du PSG sur l'année dernière avec Mbappé, avec Donnarumma et avec Messi accessoirement en Ligue 1. Donc Danilo, je le mets titulaire parce que c'est un patron. Zahir Emery, je l'installe parce que je trouve ce jeune absolument formidable. J'adore ce joueur et je pense qu'il est temps de l'installer quand on voit qu'il n'y a personne dans le milieu de terrain. Il serait temps, enfin, du côté du PSG, de donner leur chance aux jeunes et je pense que Zahir Emery n'attend que ça. Verratti est encore là, donc à l'état actuel des choses, je le mets. Il te faut ce gars d'expérience, il te faut pas non plus que des jeunes, etc. Verratti aussi, s'il reste, ça peut être pas mal encore de l'installer une saison de plus parce que ça reste quand même un très bon joueur de foot. Et puis devant, avec toutes les forces que j'ai en présence, j'ai Neymar, Asensio et Mbappé. Donc Neymar et Asensio un peu en faux 10, etc. En dessous d'un Mbappé qui jouerait un peu plus haut. Donc là, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que Asensio faux pied à droite, Neymar faux pied à gauche, Mbappé un peu plus haut. Ça peut être pas mal pour les débuts quand on sait que sur le banc, tu as Ekitike, Ousni, Garbi. Voilà, c'est des jeunes joueurs, donc tu vas pas les mettre titulaires d'entrée. Avec les forces en présence, je mets ce trio-là pour le moment. Évidemment que Dembélé, Bernardo Silva, Kane vont peut-être arriver. Peut-être que ces dossiers-là vont être débloqués rapidement. Peut-être que Mbappé va partir du côté du Real Madrid. Verratti va sûrement partir du côté de l'Arabie Saoudite. Marquinhos, s'il reste, je ne vois pas
pas Luis Enrique mettre son capitaine sur le banc sur cette saison-là, donc je pense qu'il jouera à la place de Skriniar ou Hernandez, mais moi en tout cas avec les forces en présence, sans prendre en compte les rumeurs actuelles, je mettrai son 11 là sur une première journée de Ligue 1, mais voilà, ça reste à voir parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup de mouvements, je ne pense pas qu'en septembre on aura ce 11 là, et je pense qu'en septembre ce 11 là sera évidemment énormément modifié. Les objectifs du PSG en Ligue 1, c'est évidemment de remporter la Ligue 1 avec, si c'est possible, 10 à 15 points d'avance parce que ça reste le PSG, mais c'est vrai que j'ai rarement vu l'effectif du PSG aussi amoindri, j'ai rarement vu l'effectif du PSG avec autant de faiblesses, autant de lacunes, et il serait temps de redessiner un peu cet effectif, et ça passe par le fait de vendre Verratti, vendre Marquinhos, essayer d'attirer de nouveaux joueurs. Ils ont déjà commencé avec en ramenant Skriniar, en ramenant Hernandez, essayer de redessiner un peu cet effectif, trouver un successeur à Mbappé lorsque ce dernier va partir avec Kane, Dembélé, Silva, peut-être une nouvelle tête d'affiche du projet, et puis repartir sur une nouvelle ère, et évidemment que le PSG en a énormément besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.